Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'analyse vos actions. Je vous remercie pour les retours qu'il y a eu dans la dernière vidéo, c'était notre premier épisode de On analyse vos actions. Il y a eu pas mal de retours, des retours super sympas, donc je vous en remercie et c'est parti. Alors, évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'analyser les actions et ma façon d'investir. Autre chose, je ne vais pas pouvoir analyser toutes les actions d'un coup. J'ai eu pas mal de demandes quand même à ma petite échelle, mais j'essaye d'en faire le maximum. Donc aujourd'hui, je vais analyser deux secteurs avec des sociétés qu'on m'a demandé d'analyser. Alors cette semaine, on m'a demandé d'analyser l'action Lockheed Martin. J'ai pas mal de commentaires sur des actions qui sont liées à la défense et l'armement, et ça évidemment, c'est lié au conflit qu'il peut y avoir en Ukraine et en Israël. Donc cette semaine, on va faire un point sur certaines actions de la défense, mais aussi de l'armement. À savoir que vous verrez certainement en dessous, dans les commentaires finalement des vidéos analyse d'action, que ce sera souvent lié à l'actualité ou ce sera cyclique en fonction de ce qui buzz sur le moment. Ça, évidemment, c'est lié à la psychologie humaine. Il y a des gens qui vont vouloir investir sur des actions qui sont dans le move, finalement. Alors, c'est une société qui bosse dans la défense et la sécurité. Ça, on l'a déjà dit. Comme ses principaux concurrents, elle va concevoir et réaliser des produits dans lesquels l'électronique et la technologie jouent un rôle déterminant. Ça, c'est dans l'air du temps. Leur spécialité, c'est la conception et la fabrication de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. En ce qui concerne la répartition du chiffre d'affaires de la société, on a plus de 40% des ventes qui sont liées au système aéronautique. En gros, c'est tout ce qui va être avions militaires ou civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux. Pour moins de 25%, on va avoir la vente d'hélicoptères et tout ce qui est lié au système électronique. Pour c'est les hélicoptères militaires ou commerciaux, les navires, les systèmes de défense, les radars, les capteurs, etc., etc. Ensuite, on a la vente de systèmes spatiaux qui représente environ 17,5% du chiffre d'affaires. Et là, c'est tout ce qui va être les systèmes pour les satellites ou pour le transport spatial par exemple. Et enfin, on a la vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir pour environ 17%. C'est tout ce qui va être lié au système de défense aérienne, comme on l'a dit, de défense anti-missiles, des missiles tactiques, ou pour ceux qui ont joué aussi à Call of Duty, les frappes de précision, etc., etc. Géographiquement, la société, elle évolue dans le monde entier, mais principalement aux États-Unis, avec environ 75% de son chiffre d'affaires qui est basé aux États-Unis, environ 10% pour l'Europe, 8% pour l'Asie-Pacifique, 6% pour le Moyen-Orient, etc., etc. C'est une entreprise qui a 116 000 employés, ce qui en fait déjà une grosse entreprise. En termes de direction et de management, on voit qu'on a quand même des gens qui restent plus de 5 ans dans l'entreprise, donc une équipe de direction qui est plutôt stable. On va regarder plus précisément les fondamentaux. Et on va commencer par le chiffre d'affaires. On peut le voir, c'est un chiffre d'affaires qui est en légère croissance. En revanche, en ce qui concerne les marges, comme vous le voyez, c'est les lignes jaunes avec des points et les lignes vertes avec des points. Donc on a la marge nette et on a la marge d'exploitation. On voit qu'on a des marges qui sont légèrement orientées à la baisse. Vous le voyez, entre 2018 et 2022, on a des marges légèrement orientées à la baisse. Alors ça, il va falloir faire attention parce que c'est peut-être quelque chose qui va limiter, on va aller le vérifier après dans la trésorerie, mais c'est peut-être quelque chose qui va ralentir finalement la génération de trésorerie pour l'entreprise. Et ça, en période de crise, c'est pas toujours bon. Donc on va aller regarder ça après. Donc, un chiffre d'affaires en croissance, c'est très bien. Une marge en légère diminution à surveiller. En revanche, on est quand même sur des marges aux alentours des 11-12%, ce qui pour le secteur d'activité est très correct. Actuellement, on est sur un PER, juste ici, de 22,5.
Au-delà de 20, personnellement, je trouve que c'est des PER assez élevés. Donc on le verra peut-être après sur le graphique, mais à mon avis, c'est une action qui a dû beaucoup augmenter avec la guerre en Ukraine et récemment, certainement, avec la guerre en Israël. Vous pouvez le voir, on a connu des PER beaucoup plus faibles. Alors soit, quand c'est ce cas-là, soit l'entreprise, elle a par exemple un avantage compétitif qu'elle n'avait pas avant, et donc là ça peut expliquer le fait que les investisseurs soient prêts à payer plus cher l'action, hein. Je ne refais pas un point sur le PER, je vous invite à aller voir nos autres vidéos si vous voulez comprendre le PER. Soit c'est une action qui, par effet psychologique, finalement, a beaucoup augmenté. Les investisseurs s'y sont intéressés, mais pas forcément par les fondamentaux de l'entreprise. Dans ce cas-là, on va observer un cycle sur ce genre d'entreprise. Là, elle doit être assez haute, elle peut continuer à monter, mais elle finira par descendre. On en reparlera après. En ce qui concerne le dividende, je vous rappelle que moi je la connais pas cette action, hein. On m'a demandé de l'analyser, donc je la connais pas forcément. On a un dividende qui est détaché 4 fois par an, une croissance annualisée du dividende de 5,26%, ce qui est pas mal du tout, et un dividende qui est augmenté constamment depuis les années 2000. C'est très beau à voir, hein. Et si on regarde plus loin, depuis 1995, il n'a pas toujours augmenté, mais là, depuis les années 2000, tous les ans, le dividende a augmenté d'à peu près pareil, hein. À chaque fois, ça peut être une dizaine de pourcents. Waouh, c'est assez chirurgical, hein. On aime bien ce genre d'action généralement. Un rendement de 2,72%, mais là on ne s'inquiète pas, hein. Mais sinon, par exemple, une action comme LVMH, elle peut avoir 1% de rendement, c'est pas grave. Elle augmente son dividende tous les ans, donc au bout de 10 ans, on se retrouve avec des rendements super intéressants. Et ça fait aussi jouer les intérêts composés. Donc en termes de dividendes, hein, on a une note positive. On va retourner sur la société. Hop, on a un chiffre d'affaires, hein, finalement à long terme qui est plutôt stable quand on le regarde à plus long terme. Et on va aller regarder la situation bilancielle. Alors, en termes de leverage, on est en dessous de 2. Pour moi, ça reste raisonnable. Un leverage en dessous de 2, ça veut dire que l'entreprise, elle maîtrise quand même son endettement. Ensuite, en termes de trésorerie, on voit qu'on est à peu près stable, on a légèrement baissé, on s'est rattrapé. Un cash flow qui est en croissance, un cash flow par action qui est légèrement en croissance, voire même depuis 2018 plutôt en bonne croissance. Donc, à l'heure actuelle, c'est une entreprise qui gère quand même bien son endettement. Donc, pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. L'EBITDA, il est juste là, hein, comme vous pouvez le voir. Il est stable, hein, il est stable depuis un moment, donc aucune inquiétude à ce niveau-là. On va maintenant aller regarder le graphique. Alors, voyons voir. La connexion chez moi est pas folle. Ah évidemment, hein. Alors là, vous pouvez voir début lundi de la guerre. Ça prend. On passe du bas du range à un haut de range en une journée, quoi. Donc, ces mouvements-là, effectivement, si la guerre perdure, si la guerre augmente en intensité, si l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. S'investissent dans cette guerre, s'il y a d'autres pays qui commencent à s'en mêler, hein, finalement, effectivement, il y aura peut-être un marché qui va s'ouvrir pour Lockheed Martin. En revanche, c'est des mouvements quand même assez risqués, hein. Vous voyez qu'on était plutôt à moyen terme sur une tendance baissière, une tendance qu'on peut assez vite retrouver. En revanche, sur du long terme, on est sur une action croissante, hein. La guerre, c'est un business qui marche. Depuis, si on regarde bien, même depuis le début, hein, on a une tendance croissante. Alors, pour ma part, alors là, si jamais, voilà, crash Covid, on est allé chercher les 276. On a un canal haussier qu'on n'a pas break par le bas. Pour ma part, dans ce genre de conditions,
j'attendrais plus qu'on aille chercher le bas du canal haussier, au moins. C'est un canal qui tient bien, hein. Il a tenu la crise du Covid, donc ça a l'air d'être quand même un gros support. Là, on voit quand même qu'on est en haut de range. On l'a pas break. On est venu le tester plusieurs fois. Moi, personnellement, pour cette action, j'attendrais qu'on retourne titiller le bas de notre canal haussier. Sinon, c'est une entreprise qui a l'air d'avoir des fondamentaux plutôt solides, un endettement qui est plutôt maîtrisé. Attention à cette histoire de marge. Euh, Ça pourrait être un frein dans la création de trésorerie et donc dans la croissance de l'entreprise. En cas de grosse crise, c'est les entreprises qui arrivent à dégager de la trésorerie, à dégager du cash, hein, cash is king comme on dit, qui s'en sortent le mieux. Donc, dans la période actuelle, moi je ferai attention. Alors rapidement, je vais vous faire aussi Dassault Aviation parce qu'on en a parlé. En termes de vente par activité, on voit qu'on a 70% environ qui est lié à la défense et une trentaine de pourcents qui est lié à l'aviation d'affaires. En termes de géographie, on est beaucoup moins bien diversifié que Lockheed Martin, avec un 85% en France, 12% aux États-Unis et environ 2-3% ailleurs. Je vous refais pas le management, mais on voit quand même qu'on a des gens qui sont là depuis longtemps, donc ce qui est assez intéressant. Je vous la fais rapidement, hein. On va tout de suite aller regarder en termes de finances. On est sur un PER de 18. On est en dessous des 20. Pour moi, c'est un point positif, hein, finalement, pour Dassault Aviation. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en 2018. On a un chiffre d'affaires un peu en dents de scie. On a un chiffre d'affaires qui est quand même un petit peu en dents de scie. On a des marges qui ont beaucoup baissé avec le Covid. C'est pareil pour le chiffre d'affaires, hein. Et on a des prévisions un petit peu à la baisse en termes de chiffre d'affaires, mais une augmentation des marges. Donc c'est quand même mitigé. C'est quand même plus mitigé que pour Lockheed Martin. Ensuite, on va aller regarder l'endettement. On a une trésorerie finalement qui n'a pas forcément toujours augmenté avec le chiffre d'affaires. On peut supposer que Dassault, période Covid, ils ont quand même un petit peu souffert. Donc, on a une trésorerie qui est plutôt en diminution, mais par contre, on a des anticipations positives. Alors, ne pas forcément se fier aux anticipations, hein, mais à surveiller. Pour moi, on va aller regarder le dividende, mais je pense que c'est un petit peu plus mitigé aussi. On a une coupure pendant le Covid, on a eu un split, ça c'est pas négatif du tout. On est en croissance, hein, globalement, mais on voit quand même que c'est un petit peu en dents de scie, hein. Ils n'arrivent pas constamment à augmenter leurs dividendes. Point négatif mais pas rédhibitoire. Le rendement, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma priorité. Un détachement par an, pas de souci avec ça. On va retourner voir le graphique maintenant. Hop. Alors, ça charge, hein. Voilà. Alors, on en est où là ? On est quand même sur une entreprise de croissance, hein. On voit que depuis les années 90, on a quasiment, effectivement, si on regarde la crise de 2008, évidemment, les années 2000, la bulle Internet, etc. On est quand même sur un canal haussier. Là, ce que vous voyez ici, c'est un triangle, et ce triangle, on va avoir plusieurs façons de le résoudre. Soit par le bas, pour aller corriger, soit par le haut, pour continuer de monter. Actuellement, on est sur un ATH, hein. On est actuellement sur un ATH. On n'arrive pas à break la résistance des 187,6. On voit que là, on tape dessus. Donc on a bien augmenté lundi, hein, avec l'annonce de la guerre. C'est une augmentation qui est
un petit peu moins intense peut-être que celle de Lockheed Martin. Et pour l'instant, on fait la même chose, on rebondit sur notre résistance. On ira peut-être en bas de notre canal, mais comme je vous le disais, même configuration. Moi, j'attendrai un bas de canal. Hein, là, il y a moyen que là, on retourne chercher le bas du canal. Après, même si c'est une belle entreprise de croissance, vous voyez qu'on est très cyclique. On est très cyclique et pour l'instant, on est plutôt, pour moi, sur une période où c'est une action qui va potentiellement performer. Moi, j'attendrais une correction plus marquée pour rentrer sur Dassault Aviation. C'est une action qui m'intéresse pas forcément. Moi, c'est pas une action que je vise directement. Allez, on enchaîne. On m'a aussi demandé d'analyser le secteur de l'hydrogène et notamment HDF. Alors, c'est parti. Alors, vous savez certainement que la France, elle parie sur l'hydrogène décarboné. En gros, la France, elle veut créer une filière qui serait créatrice d'emplois pour, entre guillemets, verdir les secteurs industriels et développer la mobilité avec moins d'émissions de CO2. Donc pour ça, la France, elle mise sur l'hydrogène. Actuellement, l'hydrogène, qui est quand même massivement utilisé par les industries, il est produit par une technique qu'on appelle vaporéformage. C'est une technique d'extraction du gaz naturel, mais qui génère beaucoup de CO2. Et l'objectif, c'est de remplacer cet hydrogène gris par son cousin, l'hydrogène vert, qui est notamment produit grâce à l'électrolyse de l'eau. Et donc, il y a plein de facteurs en faveur de l'hydrogène, notamment la chute du coût de l'électricité produite par des sources renouvelables, aussi l'engagement international finalement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi les inquiétudes qui sont liées à la qualité de l'air et au réchauffement climatique. Donc c'est quand même un secteur, si on le voit comme ça, qui est assez porteur. Et justement, l'ambition de la France, c'est de devenir finalement le champion de l'hydrogène décarboné. Et en s'appuyant notamment sur nos géants comme Air Liquide et des pépites industrielles comme le fabricant de piles à combustible Symbio ou encore les spécialistes de l'électrolyse. On a McPhy et Leaf qui développent eux des sites de production d'hydrogène vert. Et pour y parvenir, il va quand même y avoir des gros défis à relever. Et on a notamment le cas de la voiture à hydrogène finalement, qui fait débat. Actuellement, on est quand même sur le développement du véhicule électrique à batterie, et ce qui peut poser problème notamment, ça va être le maillage du territoire avec un réseau de stations de recharge. Et pour l'instant, on n'y est pas. Par contre, on a vu certaines entreprises qui étaient en train de travailler sur des véhicules à hydrogène avec des bonbonnes. Donc, ce sera peut-être aussi une solution. Après, il faut voir en fonction du poids de la voiture, etc. Donc, pour l'hydrogène, pour l'instant, pour les déplacements de la voiture individuelle, ça existe déjà pour les bus en région parisienne, par exemple. Mais pour la voiture individuelle, ça reste encore limité. On n'a pas suffisamment évolué à ce sujet. Ensuite, on a la question de l'avion à hydrogène, qui est aussi posée. C'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup avancé là-dessus. Donc, il y a quand même, pour moi, à mon avis, il y a quand même une belle marge de développement pour le secteur de l'hydrogène. Donc, à suivre, mais c'est quand même... on est au début, quoi. On est sur le commencement et ça peut décoller. Voilà, c'est mon avis pour l'hydrogène et je suis à hauteur de 15% finalement de mon portefeuille, je suis sur Air Liquide. Ce qui est quand même pas mal, donc j'y crois et c'est quelque chose qui monte beaucoup et avec tous ces enjeux, toutes ces questions liées à l'environnement, quelque chose qui pourrait continuer de prendre finalement. Un autre enjeu qui est plutôt côté pour l'instant, côté entre guillemets négatif, c'est
la baisse des coûts. Le but, c'est de faire de l'hydrogène, finalement, la clé de voûte de la transition énergétique, mais c'est un pari qui est loin d'être gagné pour l'instant, et notamment pour ces questions de coûts. La production d'hydrogène par électrolyse, elle reste à 3 ou 4 euros du kilogramme, ce qui est 2 fois plus cher que la production par vaporéformage. On peut aussi parler de la pile à combustible qui est indispensable à la mobilité. Et là, il faudra encore diviser son prix par 4 ou 5, voire même par 10 pour les personnes les plus pessimistes pour qu'on rentre qu'on soit compétitif sur le marché. Après, on a des spécialistes comme Florence Lambert qui dit que cette technologie-là, elle sort des laboratoires et que maintenant, il n'y a plus de verrou. Il n'y a plus de verrou à son développement et que justement cette technologie elle va bénéficier de l'industrialisation à grande échelle finalement. Elle nous parle aussi d'une nouvelle technologie qui permet de réduire ses coûts de production qui s'appelle l'électrolyse à haute température. Donc voilà, un petit point sur le secteur de l'hydrogène, mais qui reste pour moi un secteur porteur. Et l'énergie, on en aura toujours besoin. Et justement, on va peut-être, à très long terme, se retrouver à court de certaines énergies, notamment les énergies fossiles. Alors, c'est parti. On s'attaque à HDF, Hydrogène de France. On va rapidement aller voir ce qui se passe au sein de la société. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une société qui est spécialisée dans la production d'électricité renouvelable, comme vous pouvez le voir, à partir de l'hydrogène. Et on voit aussi que c'est une société qui contribue à la fabrication de piles à combustible de forte puissance. On vient d'en parler, donc à voir aussi si c'est une entreprise qui contribue à l'innovation, notamment. On va ensuite s'intéresser aux finances. Là, je vois quand même qu'il y a eu, que tous les analystes vendent finalement sur cette entreprise. Ouh là là. Ok. Je vous rappelle que moi je connais pas forcément les entreprises. Là, ça me paraît très particulier. On est sur de la vente à fond. Et alors là, on est sur un PER négatif. On va surprise. Là, je vous avoue que je suis assez surpris. Bon alors, si je comprends bien, je le découvre parce que, comme je vous le dis, j'analyse vos actions. Pour Hydrogène de France, on n'est pas encore rentable. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent quand même à maintenir un certain niveau de trésorerie. En revanche, quand on regarde le chiffre d'affaires, on est dans le dur là pour Hydrogène de France. Pour ce genre d'action, je vais quand même aller vous montrer rapidement le graphique. Pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement. Vous voyez qu'à chaque support, on travaille, on descend, on travaille, on descend, hop, on revient, on travaille, on redescend. Hop, là on a une reprise, donc il y a dû y avoir de bonnes nouvelles. Là, on atteint un plus bas qu'on n'a pas connu encore depuis l'introduction en bourse. On est sur un canal baissier. Pour ma part, c'est pas le genre d'action sur lesquelles je vais aller investir. Pour Zone Bourse, on a des fondamentaux, je vais vous montrer après, qui peuvent espérer une augmentation, mais pour moi là c'est quand même un petit peu jouer au loto quoi. Faudra attendre des signes de cassure positive, des moyennes mobiles, et puis si on veut un gros indicateur, on prend la moyenne mobile 200 périodes, et puis surtout de ce canal haussier là qu'on connaît depuis quasiment l'introduction en bourse de l'entreprise. Donc voilà. Moi, j'irai pas là-dessus. Si je vais là-dessus, j'attends des signes de relance avec une cassure haussière. On va quand même aller voir un peu ce qu'ils disent sur Zone Bourse. Alors,
ça date d'avril 2023, hein. On peut voir quand même que c'est une entreprise qui a des capitaux propres. Ok, ça, il n'y a pas de souci. On ira quand même. Tiens, on va quand même aller voir dans société s'il n'y a pas l'état un peu hein, sur HDF. Je vous avoue que je connais pas du tout l'action. Quand on regarde les actionnaires, Ruby. Bon, moi, j'ai une position sur Ruby. Hein. Il n'y a pas Ruby quand même quasi à 20%. Hein. Donc Ruby y croit apparemment. Hein. J'ai pas l'impression de voir l'État. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est rassurant. L'État est pas actionnaire. Ok. Donc enfin, je sais pas qui a fait ce petit article là, mais en gros, sur Zone Bourse, on voit qu'il y a un solide portefeuille de projets. Ok. Donc ça peut être intéressant, hein. Ça date de 2022, ok, voilà, un portefeuille qui progresse de plus de 25% par rapport à fin 2021, d'accord, donc ça ok. Un chiffre d'affaires en forte progression. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu les données qu'on a, ce PER négatif, ce manque d'informations sur finalement l'analyse fondamentale, parce que d'habitude sur Zone Bourse c'est quand même assez complet, là on a quand même un manque d'informations. Là, on voit quand même qu'on est déficitaire. Hein. On est déficitaire. Hein. Hop, c'est un déficit contenu entre moins 3,4 et... Ok, bon. Donc on est quand même sur une entreprise qui a un bon déficit. Hein. Un chiffre d'affaires en forte progression. Ok, bon. C'est un bon signe. Maintenant, moi, j'aimerais voir un chiffre d'affaires qui augmente dans le temps, quoi, qui progresse, à la rigueur le déficit, d'accord, si j'ai des perspectives à long terme qui sont bonnes, pourquoi pas. Donc pour l'instant, moi j'attendrai une réelle reprise avec un chiffre d'affaires quand même en croissance sur plus d'un an, hein, 1 ou 2 ans, ça me paraît léger quand même. Ok pour la structure financière solide, très bien. Des perspectives favorables, très bien. Maintenant on veut des signes de relance, une cassure de ce canal baissier. C'est mon avis, je suis pas conseiller en investissement. Voilà, vous savez maintenant comment j'investis. J'attendrai quand même, hein, là vous le voyez là, j'attendrai la cassure de ce canal baissier, qu'on sorte enfin de cette tendance baissière, parce que ça peut encore baisser. Hein. Donc finalement, pour l'hydrogène, un secteur porteur, mais bien choisir ces actions. Je vous ai déjà analysé Air Liquide plusieurs fois. Je vous invite à aller voir nos vidéos si vous voulez. En tout cas, si vous voulez que j'analyse vos actions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Alors évidemment, je ne peux pas toutes les faire d'un coup. Aujourd'hui, j'en ai fait 2-3. J'ai analysé 2 secteurs. J'en refais la semaine prochaine. J'essaye de tenir un rythme d'une analyse, d'une vidéo analyse de vos actions par semaine. Donc n'hésitez pas à me donner vos actions en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. C'est ce qui fait marcher la chaîne.